Bon, les gars, bonne année. Enfin, bonne année avec un peu de retard, puisque vous avez déjà entendu un épisode en gros 2025, en obèse 2025. On a changé d'année, mais il y a des choses qui ne changent pas. Je suis toujours avec Mos Maïroum. Comment ça va, Mos? Eh ben écoute, ça va très bien. Si tous les communistes qui me suivent se disaient à quel point, enfin, se figuraient à quel point ne dors pas depuis que le tarif du livre pour l'étranger est en train d'être modifié, enfin, je pense qu'ils arrêteraient de fantasmer sur la vie des patrons, tu vois. Ils deviendraient probablement libertariens ou quelque chose comme ça. Enfin, voilà. Je pense que c'est marrant parce que j'en parlais avec une amie qui bosse dans l'édition pas plus tard que cet après-midi et je lui disais, si tu passes une demi-heure dans un bureau de poste, tu ressors libertarien. En fait, soit tu ressors lobotomisé, soit tu ressors libertarien. C'est-à-dire que pour la petite histoire, ouais, il faut expliquer ça aux gens quand même. Ils ont annoncé que la Poste a annoncé qu'ils doublaient leurs tarifs, même qu'ils triplaient leurs tarifs vers l'étranger. Attends, comment ça qu'ils triplaient même plus que ça encore. Qu'ils multipliaient par 8. J'ai calculé, moi. ça dépend. Alors ça dépend du pays. Les Belges, ça va. Mais les Suisses qui vivent dans un putain de bunker fiscal, en fait, entouré de montagnes, à mettre de la dynamite dans leur propre pont, si tu veux, eux. Ils sont bah ouais, quand la douane suisse vient te dire bah nous on met 30 € de droits de douane à l'entrée du pays, évidemment les frais en prennent un petit coup dans le museau, tu vois. Et ouais, donc ils ont annoncé qu'ils augmentaient les tarifs, et du coup tous les petits éditeurs, donc Carmin, la Giberne, mais pas que, sont en train de se poser des grandes questions d'avenir existentiel sur comment va-t-on faire rayonner la francophonie à l'international. Alors les Belges ça va aller, calmez-vous, les Luxembourgeois aussi. Par contre les Canadiens et les Suisses, vous pouvez commencer à vous inquiéter, je pense. Oui, et c'est d'autant plus compliqué comme problème qu'en fait, avant, il y avait entre guillemets une sorte de tarif unique qui nous cachait à nous la complexité de ça, c'est-à-dire qu'on ne se posait pas la question de savoir comment on fait pour tel pays spécifiquement. C'était découpé en 2 zones, etc. Maintenant, on est confronté à chacun des pays pris individuellement, en fait. Donc à chaque fois, il faut se reposer la question, tiens, mais pour tel pays, c'est quoi les droits de douane, c'est quoi le fonctionnement, comment on fait pour passer un colis, c'est quoi les limites. Par exemple, là, j'ai discuté avec un libraire suisse. Il me disait que les limites d'épaisseur pour les lettres qui étaient envoyées à destination de la Suisse n'étaient pas les mêmes qu'en France. C'est-à-dire que nous, en France, on considère que c'est 3 cm d'épaisseur. Chez eux, c'est 2. Enfin, des trucs comme ça. Il y en a 500 000. C'est impossible. C'est insupportable. Ouais. Voilà. Ouais. Bah écoute, alors c'est très intéressant parce que ça va nous emmener à notre grand sujet du jour. Puisqu'on a décidé de vous parler d'un élément extrêmement connexe à ce phénomène d'actualité, qui est la question de la censure. Question que nous connaissons bien en tant que créateurs de contenu sur YouTube. Qu'est-ce que t'en penses ? Ah oui, moi je connais très bien les strikes en particulier de YouTube, mais pas que, en fait, même il y a pas mal de manières différentes de censurer. En réalité, il y a aussi toutes les choses un peu plus cachées, du genre les shadowbans, les deboostings, toute une galaxie de méthodes qui permettent algorithmiquement de faire en sorte que tes contenus n'apparaissent jamais en premier sur la liste de ce que les gens veulent regarder. Bah, c'est quelque chose qu'on expérimente d'ailleurs sur ce podcast, parce qu'en fait c'est très drôle. Quand on l'a lancé, on était classé dans les je sais plus combien, je crois que l'épisode de lancement était dans les 40 premiers du monde francophone, un truc comme ça. Et puis après on n'a pas du tout une baisse d'audience. Par contre on a arrêté d'apparaître dans les classements. Oh comme c'est bizarre, pour que toutes les petites zoulettes qui font des podcasts insipides et les espèces de trucs complètement abscons que j'écoute jamais restent eux dans le top. Donc ça, j'avoue que je ne comprends pas exactement comment ça fonctionne, mais quelque chose me dit que c'est une forme de censure sur laquelle la littérature ne s'est pas encore penchée, me semble-t-il. Non, je crois pas. Et puis bon, après il y a des formes de censure plus explicites. Moi j'avais eu droit quand j'avais fait la 2e campagne pour le 2e livre, à savoir celui de Chesterton, j'avais eu droit à une censure de la part de la plateforme Ulule qui considérait que j'étais beaucoup trop à droite. Apparemment, Chesterton, c'est tellement sulfureux qu'on peut pas trop le publier en France. Mais ils ont pas fait faillite, eux, depuis là? Ils sont pas fermés, Ulule? Non, c'est Utip, tu confonds. Il y avait une autre plateforme je confonds alors. qui avait été pendant quelques années un espèce de repère pour les gens qui étaient déçus de Tipeee parce qu'ils trouvaient que Tipeee était trop à droite et donc ils sont partis sur Utip, et effectivement Utip a fermé, et en fait ils ont donné 3 jours aux créateurs pour faire leur bagage et repartir autre part. Donc ça a été génial. Les mecs de gauche qui sont arrivés sur Utip en disant c'est ça l'avenir machin, ils sont repartis chez Tipeee la queue entre les jambes. Ils ont rien compris. Ouais, mais terrible. Oui, je me souviens de cette espèce de drama là où je sais plus pourquoi il y avait. Oui, parce que je crois que c'était Tipeee qui avait dit nous on refuse de censurer des gens en fonction de leurs opinions politiques et en fonction de
oui, c'est ça, leur ligne éditoriale. Et du coup, tous les bien-pensants de l'époque s'étaient mis en rang d'oignon pour dire que c'était un scandale et que Tipeee était comment dire, contre le bien et qu'ils étaient pour le mal, du coup, et qu'il fallait. C'est il même fallait s'en encore débarrasser. pire que ça, c'est que le PDG de Tipeee, qui était d'une certaine confession sémitique, s'est retrouvé à dire une petite phrase malheureuse dans un reportage, je crois, pour TF1. Et il a dit qu'en gros, il assumait tout et que tant que les gens n'avaient pas été condamnés, ça lui allait bien. Et en fait, les créateurs de gauche l'ont accusé de faire partie du problème de l'antisémitisme, ce qui était particulièrement cocasse en l'occurrence. Et Audacieux. et donc, se sont départis de Tipeee pour aller chez un concurrent qui était apparemment moins antisémite. Enfin bref, l'histoire n'a aucun sens. Enfin, moi, j'ai un peu discuté avec Bon, les gens allez. de Tipeee. Allez, mais c'était moi je très drôle. propose qu'on en revienne à la littérature, ce sera déjà largement suffisant pour toutes les conneries qu'il y a à dire. Oui. Et puis, ah oui, juste avant de partir sur le générique, je crois que Thomas Sowell est enfin parmi nous. Oui, il Esprit est de Thomas parmi Sowell, nous. es-tu là? Il est arrivé. Et ça, non, enfin, je veux dire, je l'ai déjà annoncé au dernier podcast, Oui. mais oui, effectivement, ça y est. Donc normalement, les palettes vont arriver très bientôt. Je pense au moment où où ce podcast sera diffusé, les palettes seront devant chez moi, en train d'être déchargées ou à peu de choses près. Donc début février, en tout cas, la plupart des gens devraient recevoir une expédition en bonne et due forme avec le livre dedans. Voilà. Et on va essayer d'organiser quelques événements, notamment, je pense, une conférence. Il y a des trucs qui se préparent. Voilà. Je ne veux pas donner de nom à l'avance parce que j'attends que les choses soient à peu près claires avec les gens à qui je pense. Mais en tout cas, il y a des économistes français qui s'intéressent à cette publication. Et donc, on va essayer de les C'est avoir mérité. pour une conférence. C'est mérité. Et écoute, c'est vraiment formidable. Et alors, je crois que vous avez déjà des projets aussi pour 2025. Il y a des futurs bouquins. Est-ce que tu veux nous teaser un peu ça ou pas? Il y en a un qui est déjà plus ou moins annoncé, teasé, parce que Radu n'a pas pu s'empêcher de teaser. Parce qu'en même temps, je comprends. En fait, c'est dur, tu vois. Ouais, bah oui, on passe des mois à préparer des trucs. Et en fait, il y a un moment, tu as envie de le partager avec tout le monde. Tu vois, Ouais. c'est une passion aussi, quand même. C'est génial. Et Bien sûr, bon, bien sûr. donc le prochain, a priori, ce sera la traduction française de The Faces of God, qui est une série de conférences données par Sir Roger Scruton. Et donc, c'est un inédit en français. Il n'a jamais été traduit. Et voilà. Donc, il y en aura un autre de Scruton, probablement, après. Mais, Vous avez pris déjà 2 Scruton? Ouais, je sais pas si on fera les deux d'un coup. Je tease Ah pas ouais, le deuxième, j'attends de savoir un peu comment s'organise, mais voilà, le prochain c'est vraisemblablement du Scruton, et c'est super. Enfin, je veux dire, je sais pas si les gens se rendent compte, mais Scruton, vous pouvez demander à n'importe quel IA, Grok, ChatGPT, ce que vous voulez, il va systématiquement tomber dans le top 3 des conservateurs philosophiques les plus importants des 50 dernières années. Hein. Donc, Ah oui, carrément, sans forcer, ouais. Et toi, Bravo, côté bravo. la Giberne, qu'est-ce qui se passe de beau en ce moment? Alors, il se passe plein de choses. Déjà, je continue à être éberlué par la qualité des retours sur le deuxième tome de l'Hydre qu'on a sorti début décembre. Là, vraiment, on a fait un mois de décembre vraiment aux petits oignons. Genre, vraiment, si tous les mois pouvaient être comme ça, ce serait absolument incroyable pour la Giberne et pour, à mon avis, l'état de la littérature contemporaine. Ça monte. Enfin, il y a vraiment eu un engouement, quoi. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ont mis des livres sous le sapin, qui ont fait des retours, qui se sont ou même qui avaient acheté le livre avant et qui ont pris le temps de le lire pendant les congés de fin d'année. Ça a été vraiment une déferlante sur ma boîte mail et ça a été un vrai plaisir d'échanger avec des gens très intéressants souvent. Donc ça, c'est pour ce qui est déjà sorti. Pour ce qui arrive, écoute, il y aura un Mathias Kessler début février prochain. Voilà, donc c'est officiel à l'heure où on enregistre ce podcast. Tout est, pas tout, mais quasiment tout est déjà préparé. Donc je peux avancer dessus sans aucun doute et sans aucun problème là-dessus. Donc ça parlera du monde de l'édition et des petites carabistouilles du petit Paris. Je pense que les gens qui suivent ce que je produis sur ma chaîne depuis maintenant quelques années seront contents et comment dire, ça leur permettra d'approfondir un peu ces thématiques-là. Et puis deux séries de gros projets quand même pour 2025. D'une part, plein de nouveaux romans avec des nouveaux auteurs et aussi des auteurs qui ont déjà été édités à la Giberne. Donc on continue ce travail de fond. Il y aura de la SF, il y aura des choses assez novatrices sur des sujets de société. Enfin voilà, vraiment ça va être assez intéressant, je pense.
Et puis, j'en ai un peu parlé dans la FAQ que j'avais fait à la fin de l'année sur ma chaîne, mais on travaille d'arrache-pied, même si c'est très difficile, sur la mise en place d'une collection de rééditions de textes littéraires qui sont pas trouvables ou difficilement trouvables, qu'on va appeler la collection Héritage, avec quand même de très très beaux projets qui tous présentent des difficultés absolument majeures d'un point de vue technique, éditorial, juridique, enfin bref. T'as un toutes sortes titre à nous voilà. donner pour nous teaser ça ou tu veux qu'on en Alors, parle hors caméra après je peux pas encore en donner un. En fait, pour une bonne et simple raison, c'est qu'en fait, je te raconte comment ça s'est passé. On a fait un premier texte et en fait, on s'est aperçu d'une difficulté d'ordre éditorial à la fin du travail. Donc, on était D'accord. dégoûté. On s'est dit bon, on laisse de côté, on va faire autre chose. On s'est dit qu'on allait partir sur une réédition d'un auteur que tout le monde connaît ici, mais de textes vraiment centraux et pourtant introuvables de son œuvre. Et on a même eu l'accord du plus grand universitaire en activité aujourd'hui qui travaille sur cet auteur pour faire une préface et relire l'édition finale. Et en fait, on s'est aperçu d'un autre problème éditorial dessus qui fait qu'en fait, tout ça, on va le faire, mais ça met un peu plus de temps que prévu. Et puis, on avait un troisième gars qu'on avait en tête. Et en fait, on s'est aperçu que là, c'est une difficulté à se procurer le fichier du texte. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment donné, quand les textes sont très anciens, parfois c'est très difficile de trouver une version numérique du texte. Parfois, c'est même strictement impossible. Et donc, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est repartir d'une version papier et faire ce qui s'appelle un OCR, c'est-à-dire en fait scanner Ouais. les pages et faire reconnaître les caractères par une IA, par un robot. Et après, le relire manuellement parce que l'IA va quand même faire des erreurs, notamment entre les 1, les L majuscules et les I majuscules. Il y a des erreurs. Enfin, les L minuscules et les I majuscules. Et en fait, tout ça, ça coûte cher, ça prend beaucoup de temps. Et bon bref, tout ça ralentit le processus. Donc c'est un peu un bourbier, mais un bourbier dont on va se tirer et qui va donner des très très belles choses. Franchement, si on arrive à faire ne serait-ce qu'un quart du programme qui est prévu là-dessus, ça va déjà être incroyable. Vraiment, j'ai aucun doute sur le fait que ça va être. Les gens vont dire ah ouais putain ça existe ça. Vraiment c'est incroyable. Je suis comme un gosse dans un magasin de jouets quand je travaille sur cette collection, donc vraiment ça va être. Parce Ça va être que, top. alors je te dis ça parce que je sais pas si tu sais que Juan Asensio travaille d'arrache-pied à essayer de faire une version samizdatée des Français de la décadence, Oui, etc. ça Je j'ai sais vu pas si passer tu es ça. en contact avec lui, mais tu vois, Pas du ça tout. pourrait être Pas du tout. un livre à éditer. Enfin, tu vois, je te file une Ah idée bah comme oui, oui, ça. oui. Non, mais alors Juan Asensio, je suis pas en échange avec lui. Je sais qu'il y a des gens qui me posent la question régulièrement. On a échangé très brièvement une fois à propos de Léon Blois, mais on n'a pas, enfin, on se connaît pas plus que ça. Je sais qu'il a une passion pour Les Français de la décadence, qui est un roman que j'ai pas lu parce qu'il est strictement introuvable. Je le lirai avec plaisir, c'est pas Je pas la crois que question. j'en ai une version Ouais. qu'il m'avait envoyée. C'est vrai? Ouais. Ah bah écoute, ce serait avec plaisir. Tu me diras peut-être ce que t'en penses. Et puis par contre, en revanche, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur des repérages justement de textes qui ont été publiés, par exemple chez Gallimard dans les années 50, 60, 70 parfois. Les auteurs sont morts depuis longtemps. Gallimard n'exploite plus le texte, donc en fait, les ayants droit des auteurs pourraient tout à fait récupérer les droits et le republier ailleurs. Il n'y a aucun problème juridique avec ça. Simplement, il faut retrouver les ayants droit qui souvent se souviennent pas que papa, grand-papa, arrière-grand-papa, parfois arrière-grand-oncle, parfois l'arrière-grand-oncle du deuxième mari de la troisième femme du cousin germain au troisième degré du beau-frère de machin a écrit un bouquin. Et donc c'est des difficultés inextricables d'un point de vue généalogique et juridique qui se mettent en place. Et ça aussi on travaille dessus parce qu'on a plusieurs autres projets dont j'ai pas encore parlé qui sont liés à des questions comme ça et qui après, une fois que les questions juridiques sont levées, pourront voir le jour assez vite. Là je me fais pas trop de soucis. Bon, bah voilà, je crois qu'on a fait enfin, en fait, on pensait que 2025, il y aurait plein de nouveaux projets, mais en fait, il y en aura 10 fois plus que ce qu'on pensait. Donc, Ouais, ça va partir dans tous les sens. c'est Vraiment, incroyable. dans tous On les est sens. déjà sur le décollage d'une fusée SpaceX. Là, c'est n'importe quoi. Ouais, to the moon, comme le générique. Sur ce, je pense qu'on peut partir sur le générique, effectivement. Et ben voilà, c'est parti. Regagnez le carré! Feu! Bon alors, back to littérature, dit-il avec un gros anglicisme qui fera rager tous les gens en commentaire. Par quoi tu veux qu'on aborde le sujet de la censure? Est-ce que c'est un sujet qui t'est cher, je crois? Alors, moi, le sujet de la censure m'est cher surtout parce que c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé sur tout ce qui concerne le communisme, en fait. Enfin, j'ai lâché le terme juste avant de la samizdat, mais en fait, c'est un vrai thème de toute la période soviétique. Et il y a un paquet Ouais, de tout à livres fait. très connus
Je pense à des trucs aussi évidents que 1984, l'archipel du Goulag ou des choses aussi. Enfin, c'est vraiment des mastodontes quoi, qui ont été Ouais, bien sûr. complètement oblitérés, interdits, etc. Et qui en fait circulaient sous le manteau, sous des formes diverses et variées. Donc ça, c'est un peu le twist que j'ai moi par rapport à cette thématique. Je sais que d'un point de vue purement littéraire, on pourrait remonter bien avant. Il y a eu d'autres problèmes que ça. Les problèmes de mœurs, par exemple, ont eu un impact peut-être beaucoup plus significatif, en tout cas en France, que les problèmes politiques. Mais voilà, quelque part, moi, mon biais, si j'en ai un, je le déclare d'avance, c'est plutôt d'aller du côté des biais politiques et des censures politiques. Ouais, alors en fait, c'est marrant parce que la question de la censure, c'est une question qui est double en littérature, c'est-à-dire qu'on a parfois des œuvres qui sont victimes de censure, au moins à un moment donné de leur existence, et puis parfois on a des œuvres qui parlent du sujet de la censure à l'intérieur. C'est typiquement le cas de 1984 ou le cas d'un livre que j'ai récemment chroniqué sur ma chaîne, quoi qu'il soit extrêmement connu, c'est-à-dire Fahrenheit 451. Ça, c'est deux romans qui parlent de censure et qui parfois sont victimes eux-mêmes, ont été victimes eux-mêmes de censure, notamment en 1984. Et puis parfois, t'as des œuvres qui parlent pas du tout de censure, mais qui sont victimes de censure et de différents niveaux de censure à travers l'histoire d'un point de vue ouais, où se mélange littérature et politique. En fait, pendant longtemps, comme la littérature a été rédigée sous la supervision de mécènes ou de grands prêtres ou de rois ou de personnes comme ça, la censure, c'était très souvent simplement que ton mécène a changé en cours de route, donc tu vas changer certains aspects de l'histoire. Que